Bonjour à toutes et à tous. Avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième atelier du Réseau national des foncières de redynamisation. Troisième atelier, quatrième séquence ensemble, avec encore aujourd'hui plus de 320 inscrits pour participer à nos débats. Ça montre votre intérêt et c'est un encouragement pour nous, en tous les cas, à poursuivre et vous proposer de pouvoir débattre, partager sur les retours d'expérience des uns et des autres pour enrichir vos réflexions et avancer dans les projets. Merci tout particulièrement à l'ensemble des intervenants qui se sont mobilisés aujourd'hui en présentiel. C'est toujours enrichissant de pouvoir débattre et répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On a modifié le format de cet atelier avec simplement 2 tables rondes, moins d'intervenants pour justement pouvoir davantage avoir de temps pour échanger, répondre à vos questions qui sont toujours nombreuses et pertinentes. Et c'est vrai que sur le dernier atelier, c'était assez frustrant de ne pas pouvoir davantage débattre avec ceux qui viennent pour partager leur expérience. Donc, on aura des séquences un peu plus longues. Donc, n'hésitez pas sur le chat à alimenter, à poser vos questions. J'espère qu'on pourra y répondre à un maximum. Ce réseau national, ce sont des temps d'échange comme aujourd'hui. C'est aussi des ressources qui sont à votre disposition sur la plateforme de la Banque des Territoires. Vous devriez retrouver dans le chat le lien si vous n'y avez pas encore eu accès. Il y a beaucoup de documents qui sont à disposition. Le guide sur les foncières de redynamisation, des notes sur les structurations, des fiches de retour d'expérience détaillées, plus d'une dizaine désormais. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a également beaucoup de témoignages d'élus notamment qui partagent avec vous sur leur expérience et en quoi ces foncières répondent aux problématiques qui sont les leurs pour renforcer l'attractivité des territoires. Merci aux intervenants, je l'ai dit. Merci aussi aux animateurs des tables rondes. C'est du temps de préparation. Un petit clin d'œil appuyé à la 7 qui nous accompagne dans la préparation de ces tables rondes et plus globalement dans l'animation du réseau national. Un grand merci aussi à l'équipe du Hub des Territoires, qui est l'espace d'échange de la Banque des Territoires, qui nous met en fait à disposition cet espace. C'est un soutien logistique incroyable. En tous les cas, c'est un vrai levier pour nous permettre de vous proposer ces temps réguliers, puisqu'on est pris maintenant sur un rythme de quasiment un atelier tous les 2 mois. Le prochain aura lieu le 12 avril, d'ores et déjà notez la date. Là aussi, je pense que dans le chat, vous allez avoir l'accès pour vous inscrire en sachant que sur ce prochain atelier, on poursuivra les débats qu'on va avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 tables rondes. Une table ronde dédiée à l'actualité du réseau, qui sera donc animée par Frédéric Gibert, avec un grand merci à Christelle Brem qui viendra nous partager sur l'actualité du fonds de soutien, avec beaucoup de questions toujours qui se posent, donc de pouvoir les poser et avoir des éléments de réponse en direct, c'est précieux. Et une deuxième table ronde avec des retours d'expérience sur des montages opérationnels. Et c'est ça aussi ce réseau, c'est d'avoir ce regard. Et un grand merci à monsieur le maire de Vierzon. Une parole d'élu, c'est précieux. D'autant que, je le disais, le public, c'est beaucoup de collectivités locales. Et à Luc Davis, qui est le directeur général de la foncière de Normandie, qui reviendra pour expliciter les différentes manières dont ils interviennent et qui peuvent enrichir votre propre réflexion et votre action. Bon débat. Je vous retrouve en conclusion pour pouvoir débriefer. N'hésitez pas à poser vos questions de nouveau. Cet espace est fait pour ça. Et place à la première table ronde, sans plus tarder, avec Frédéric et ses invités. Bonjour, je suis Frédéric Gibert, donc le coordonnateur du programme Action Cœur de Ville et du programme Plan de relance commerce à la Banque des Territoires. Et j'ai à mes côtés Christelle Brem, la directrice du fonds de restructuration des locaux d'activité à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
et Stéphanie Béraud-Guénard, animatrice du pôle montage de projet à la 7. On va faire une première table ronde assez courte sur l'avancement des projets et l'avancement du programme. Donc je vais commencer cette table ronde par des points d'actualité. Donc points d'actualité sur l'avancement du déploiement du programme Sans frontières dont la Banque des territoires est actionnaire. À ce jour, la Banque des territoires est actionnaire d'un portefeuille de 72 foncières, dont une petite soixantaine est en activité, avec 27 nouvelles foncières qui ont été structurées au cours de l'année. C'est un rythme très soutenu, hein, ça fait plus de 2 foncières par mois passées en comité d'engagement de la Banque des territoires. Et surtout, ce qui est très encourageant, c'est qu'on a toujours 110 projets en vivier, c'est-à-dire 110 projets qui sont en cours de préparation, qui font l'objet d'un suivi, qui font l'objet d'études, avec des niveaux d'avancement qui sont assez variés et surtout un niveau d'avancement d'une vingtaine de projets susceptibles d'aboutir courant 2022. Donc l'objectif des 100 foncières est à portée de main. Est-ce que ce sera en 2022? Est-ce que ce sera en 2023? Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les opérations de restructuration commerciale, c'est-à-dire la transformation des locaux commerciaux et des locaux d'activité. Alors, nous sommes dans l'attente des chiffres de la mise à jour des éléments au 31 décembre. La Banque des territoires a renouvelé son marché de collecte des informations, donc on a pris un petit peu de retard. On aura les chiffres en fin de mois. Donc, je vais vous rappeler les chiffres du mois de septembre, les données à fin septembre 2021. On était sur environ 1200 locaux commerciaux et locaux d'activité dans les plans d'affaires de la soixantaine de foncières en activité, dont 200 locaux qui ont déjà été transformés, qu'il s'agisse de création nette de commerce ou qu'il s'agisse de restructuration de commerce, rénovation, restructuration de commerce. Sur les informations qu'on a, moi je fais le pari qu'on sera à 2000, pas loin des 2000 locaux là en fin d'année 2021. Et on voit que le rythme s'accélère, ce qui est une très bonne chose vu qu'on doit tendre vers les 6000 locaux restructurés en 5 ans, ce qui est un véritable challenge et un véritable pari. Alors, où se situent ces opérations? Ces opérations, elles se situent aujourd'hui sur 85 communes différentes, avec une forte proportion de communes rurales et petites, parce qu'on a des foncières dans les métropoles, des foncières dans les villes moyennes, mais également des foncières dans les territoires ruraux et petites villes. Et aujourd'hui, sur les 50 projets d'ingénierie opérationnelle, 50 financements d'ingénierie opérationnelle que soutient la Banque des territoires, on en a la moitié dont les opérations se situent dans des communes PVD ou rurales. Et ça, c'est vraiment une bonne surprise et vraiment encourageant, parce que ça veut dire que tout le territoire national est concerné par la restructuration des locaux commerciaux. Et ça veut dire que le fonds de restructuration des locaux d'activité fonctionne et apporte une réponse au territoire où la restructuration des locaux sont les plus difficiles. Et donc, ce qui me fait la transition toute trouvée pour passer la parole à Christelle Brem. Alors, on fait les questions d'abord, Isabelle, ou on fait des questions après l'intervention de Christelle? Alors, je passe la parole à Christelle. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir au sein de cet atelier. Donc, Christelle Brem, je pilote le déploiement du fonds de restructuration des locaux d'activité. J'avais prévu de vous faire rêver, mais Frédéric m'a demandé de vous parler du fonds de restructuration des locaux d'activité. Donc, l'exercice risque d'être compliqué, mais l'idée, c'était aujourd'hui aussi de faire un point d'étape sur le déploiement de ce fonds qui est opérationnel depuis mars 2021, donc qui aura bientôt 1 an d'existence, avec un démarrage qui a été finalement assez lent, le temps de faire connaître ce fonds de soutien et qui a vu son activité s'accélérer fortement depuis l'été 2021,
avec deux comités de pilotage aujourd'hui qui ont acté l'équivalent de 41 millions d'euros de crédits pour des programmes d'intervention déposés par des opérateurs. À date, on a eu 70 demandes déposées sur la plateforme, puisque tout se passe par l'intermédiaire d'une plateforme. On a finalement une assez bonne couverture territoriale des programmes d'intervention et des opérations portés par les opérateurs qui, au-delà des entreprises publiques locales et des foncières de redynamisation, est également ouvert aux établissements publics d'aménagement, aux bailleurs sociaux et aux promoteurs privés. Et globalement, toutes les interventions qui sont soutenues par le Fonds de restructuration aujourd'hui, avec des décisions actées en copil, correspondent à l'équivalent de 500 locaux qui seront pris en charge et traités avec le soutien du fonds, et l'équivalent de 80 000 m² de locaux d'activité qui pourront être rénovés avec la participation du fonds. Donc, vous le voyez, on est quand même dans une situation finalement assez... dont on se réjouit parce que finalement, c'est la réussite de cette mesure qui a été mise en place et ça montre aussi le besoin qui est important dans les territoires. La difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que si on a consommé plus de 73% de l'enveloppe, ça veut dire qu'à date et dans le cadre des 60 millions d'euros qui avaient été consentis à la mesure sur 2021-2022, on arrive aussi en limite de capacité pour accompagner de nouveaux projets. Donc à la suite des assises du commerce qui se sont déroulées en décembre 2021, on a bon espoir qu'il y ait une décision de pérennisation du fonds qui soit prise et une nouvelle enveloppe annuelle qui soit accordée donc, pour poursuivre et prolonger l'activité du fonds et accompagner de nouveaux projets. Mais c'est vrai que dans la situation actuelle, on a finalement 17 millions d'euros disponibles pour accompagner de nouveaux projets. Ce qui me semblait intéressant, c'était de vous faire un retour sur les demandes qui ont été déposées sur la plateforme. On avait défini, en fait, dans le cadre de la préfiguration, un cadre assez théorique, à la fois sur la nature des informations que l'on attendait et la façon de calculer le déficit et la façon dont on instruisait nous-mêmes, avec l'appui des délégués territoriaux de l'agence, donc les préfets de département, l'ensemble des demandes des porteurs de projets. Et puis, on a rapidement été confronté à la vraie vie et la réalité de mise en œuvre de ces opérations. Et donc, on est en train à la fois d'assouplir le cadre et puis voilà, de trouver des ajustements par rapport à des difficultés qui peuvent être rencontrées au quotidien par les opérateurs ou qu'on est amené à rencontrer dans le cadre des instances de décision du fonds. On a un comité technique qui est composé d'administration centrale et de personnalités qualifiées, un comité de pilotage interministériel avec des associations d'élus et des personnalités qualifiées là aussi. Et finalement, on s'attendait plutôt à avoir des programmes d'intervention multi-opérations, multi-territoires, à l'initiative de foncières régionales, départementales, intercommunales. Et dans les faits, on a vu arriver beaucoup de demandes de subventions qui concernaient une opération unique, dans un territoire unique, et donc avec un niveau de maturité de ces opérations très avancé qui fait que les porteurs de projets nous donnaient beaucoup d'informations sur le contenu de leurs demandes. Et on a finalement donné de mauvaises habitudes à la fois aux instructeurs locaux, mais également aux membres du comité technique qui attendent de tous, et en tout cas du plus grand nombre, un niveau d'information équivalent, quel que soit le contenu des demandes de subvention. Donc, première recommandation pour déposer une demande, il faut le faire à la fois quand le plan d'affaires est stabilisé, bien évidemment, mais également en fournissant une description détaillée de la stratégie d'intervention, le cas échéant étayé par un plan de localisation des locaux si vous avez déjà ciblé les emplacements stratégiques sur lesquels vous serez amené à intervenir. Et puis, on a besoin de comprendre aussi de façon assez précise l'articulation avec le projet de territoire. Quand on nous dit allez consulter la convention Action Cœur de Ville, allez consulter l'avenant ORT, bon, c'est pas complètement suffisant en fait pour faire l'exercice et le faire dans de bonnes conditions.
Christelle, peut-être faut-il rappeler à ce stade que le dépôt des demandes dont vous parlez, enfin, le dépôt des demandes auprès du fonds se fait en 2 tours, avec un premier tour qui est une demande de réservation de crédit, avec la signature d'une convention engageante pour le fonds, sur la base de projets, et puis un deuxième tour qui correspond au décaissement des crédits, c'est-à-dire au financement à proprement dit des opération par opération. Ce dont parlait Christelle, si j'ai bien compris, correspondait à la première phase, qui est souvent un peu trop précise dans les demandes qui vous sont faites. Est-ce bien cela ? Oui. En fait, on avait plutôt prévu et on avait travaillé étroitement avec Frédéric et l'équipe de la Banque des Territoires et de la Direction Générale des Entreprises au moment de la construction de la doctrine. Et on était parti du principe, effectivement, qu'en phase conventionnement, les plans d'affaires seraient en cours de constitution, qu'un certain nombre d'études de faisabilité devaient encore être conduites et que donc on aurait un niveau d'information assez léger. Dans cette phase de conventionnement, dans les faits, on a plutôt une information déjà très aboutie et des données assez précises avec un certain nombre d'études qui ont déjà été conduites. Ce qu'on attendait finalement plutôt en phase subventionnement, où pour chaque opération mature du programme d'intervention, le porteur de projet va nous fournir un certain nombre d'éléments complémentaires, notamment des études de marché, qui nous permettront de vérifier effectivement que la programmation envisagée répond bien à un besoin local. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations, et si les informations qui sont déposées sur la plateforme ne sont pas suffisantes, on reviendra vers vous systématiquement en fait pour essayer de communiquer aux membres du comité technique une information la plus exhaustive possible. Deuxième élément, aujourd'hui, les membres du comité technique insistent beaucoup sur l'effet levier des interventions du fonds, ce qui pose parfois la question du volume d'intervention envisagé et de la taille critique nécessaire pour espérer avoir des retombées positives pour le territoire concerné. Ce qui pose aussi la question du caractère incitatif de la participation du fonds. Et dès lors, il ne faut pas que les travaux aient été notifiés avant le dépôt de la demande. Une fois que la demande a été déposée et le temps qu'on réalise l'instruction et que les différentes instances se réunissent, les OS peuvent être notifiés. Par contre, si on veut effectivement faire la démonstration de l'utilité de la participation du fonds, aujourd'hui, les membres du comité technique considèrent que il ne faut pas que les travaux aient été engagés au-delà des travaux de dépollution du site s'il s'avère nécessaire. Troisième recommandation, on a dû vérifier la conformité du dispositif au régime des aides d'État. On s'est adressé à la Commission européenne pour ça, qui nous a proposé de nous adosser à un régime d'exemption existant, qui est le régime d'aide à l'investissement en faveur des infrastructures locales, qui pose quelques contraintes, mais qui nous permettait aussi de gagner du temps pour éviter de notifier en fait un nouveau régime auprès de la Commission. Il y a 2 contraintes principales en fait liées au respect des obligations et des dispositions de l'article 56 du RGEC. La première, c'est le fait que les loyers projetés soient conformes ou approchant des loyers de marché. Alors on sait bien que dans un certain nombre de cas, vous avez besoin de donner un coup de pouce, y compris en termes de conditions locatives, pour favoriser l'arrivée de porteurs de projets et faciliter le démarrage de l'activité commerciale qui va s'installer dans le local. Pour autant, le principe, c'est de ne pas créer de distorsion de concurrence par rapport à d'autres locaux qui seraient disponibles sur le marché libre. Et donc, c'est systématiquement aujourd'hui quelque chose qu'on regarde dans le cadre de l'instruction et à l'occasion de l'examen des demandes. Deuxième élément, et je sais que c'est un sujet de débat, ou en tout cas c'est un sujet qui a fait réagir un certain nombre d'entre vous, partir en blanc sur une opération, c'est nécessairement compliqué. Pour autant, il faut pouvoir justifier d'une démarche de commercialisation ouverte et non discriminante, ou au moins pouvoir justifier que les travaux qui ont été réalisés n'ont pas été réalisés pour Monsieur Durand, boulanger de son état, ou Monsieur Dupont, charcutier de son état.
Vous pouvez réaliser des travaux pour accueillir demain une boulangerie, une charcuterie. Par contre, imaginez que les travaux soient très spécifiques aux besoins d'un preneur qui aurait déjà été identifié et avec qui une promesse de bail ou un bail aurait été signé. C'est déjà plus compliqué au regard de cette obligation imposée par la conformité au régime des aides d'État. Ce qui pose aussi la question d'ailleurs des activités qui sont déjà en place et pour lesquelles on va réaliser des travaux sur les murs pour conforter l'activité. Objectivement, je n'ai pas la réponse sur ce sujet-là. On voit que c'est un sujet qui est en train d'arriver à travers les demandes que l'on a reçues. Je ne sais pas comment la Commission européenne en fait appréciera les choses en cas de contrôle, très sincèrement. Merci beaucoup Christelle pour ces présentations et ces premières recommandations qui vont certainement être complétées par des réponses aux questions qui doivent être arrivées sur le chat. Oui, il y a un certain nombre de questions, effectivement. Peut-être d'abord pour toi, Frédéric, une interrogation sur les perspectives de création ou de structuration de foncières pour 2022. La question était, juste pour m'assurer d'avoir bien entendu, une vingtaine de projets de foncières susceptibles d'aboutir en 2022. Voilà. Est-ce que tu peux... Oui, c'est ça. Alors, si on en a 50, on sera ravis. Aujourd'hui, l'état d'avancement des études d'opportunité, du montage des plans d'affaires et de la préparation, de la mise en place des gouvernances, qui sera le sujet qu'on verra avec Stéphanie juste après, nous invite à penser qu'il y a probablement une vingtaine de structures qui passeront en comité d'engagement et qui seront créées courant 2022, en tout cas dans les foncières qui sont, dont la Banque des Territoires est actionnaire, ce qui, comme l'a indiqué Christelle, ne recouvre pas la totalité des foncières en France. Il y a aussi un certain nombre de foncières privées qui font des dépôts de demandes auprès du fonds, et c'est tant mieux. Dans le même ordre d'idées, une interrogation sur est-ce que les foncières de redynamisation concernent tous les territoires ? Oui, les foncières de redynamisation concernent tous les territoires, des plus petits aux plus grands, que ce soit à des échelles locales, départementales, régionales ou d'autres échelles. Et vous pouvez regarder la carte de synthèse qui est mise en ligne dans le chat, je crois. Et sur la plateforme, où vous avez tous les projets, toutes les foncières existantes et tous les projets que nous avons répertoriés à ce jour avec une carte qui a été mise à jour fin d'année. Bon, j'ai encore vu dans la presse ce matin que Versailles Grand Parc a un projet de foncière, donc on ne l'avait pas dans le scope, mais voilà, donc les projets évoluent tous les jours de grandes villes jusqu'aux petites villes. Et effectivement, le lien a été mis dans le chat et vous pouvez retrouver aussi la cartographie dans les ressources à disposition sur la plateforme de la Banque des Territoires. Une dernière question peut-être pour toi, Frédéric, sur les crédits d'ingénierie que tu as rapidement évoqués tout à l'heure avec les 50 projets qui avaient bénéficié de cette disposition. Et la question est comment mobiliser les crédits d'ingénierie opérationnelle disponibles jusqu'à fin 2022 ? Alors, il y a deux façons de mobiliser ces crédits d'ingénierie. On a deux lignes de financement distinctes. Une première ligne de financement avec des ingénieries qui sont réalisées par des prestataires de la Banque des Territoires, donc une prise à 100% par la Banque des Territoires, des ingénieries qui se destinent à des communes de moins de 20 000 habitants, qui ont un bâtiment. Elles ont l'intention de proposer ce bâtiment à la foncière de leur territoire, mais il manque une étude de marché, il manque un diagnostic technique, il manque une étude de capacité pour voir le potentiel de transformation du bâtiment. Dans ce cas-là, la collectivité prend la tâche de la direction régionale et on prend la décision ou pas, au compte tenu du sérieux du projet, de l'intérêt du projet, de financer l'ingénierie en question. Deuxième ligne de financement, une ligne de cofinancement qui s'adresse aux foncières. Et cette ligne de cofinancement on peut prendre en cofinancement jusqu'à 80% pour faire des études techniques et opérationnelles, là aussi études techniques, études de marché, pour les projets qui sont en cours, alors en cours de dépôt auprès du fonds, ou des projets qui se font sans le concours du fonds. On a aussi beaucoup de projets qui se font dans ce cadre. J'ai en tête des projets de commerce, mais aussi des projets d'installation de locaux de services de type
comme micro-crèche ou maison de santé. Donc on est vraiment sur tous les locaux de proximité, que ce soit des commerces, des locaux d'activité ou des locaux de services, qui vont concourir à l'amélioration de la vie quotidienne dans les territoires. Merci Frédéric. Alors on a aussi des questions pour vous Christelle. Première question, c'est est-ce que la NCT est en mesure de prendre en compte les aléas dans la réalisation des opérations de restructuration des locaux commerciaux? Une question assez technique. Je remets les lunettes, ça fait plus sérieux. Dans le bilan d'opération, on n'a pas de poste aléa. On a 2 fichiers Excel bilan, en phase conventionnement d'une part, en phase subventionnement d'autre part. On n'a pas prévu effectivement les aléas. Ceci dit, on a un cadre suffisamment souple pour que vous puissiez trouver en fait un poste de dépense qui permette d'intégrer les aléas. Et une fois que la convention est signée, si je crois que c'était dans le slide suivant d'ailleurs. Je pense que j'avais été un peu longue sur la première partie. Sur les modalités d'instruction des demandes, on est en train aujourd'hui, parce qu'on a des premières conventions qui sont signées, de se confronter à la réalité de la mise en œuvre des opérations et des programmes d'intervention des porteurs de projets. Et on voit bien en fait que les opérations, dans la vraie vie, elles connaissent des évolutions qui fait qu'on n'est plus tout à fait raccord avec les termes de la convention qu'on a signée en phase conventionnement. Et au stade des crédits alloués au programme d'intervention. Et donc, on pourra difficilement en fait revenir sur le montant de la subvention, notamment à la hausse, parce que ça supposerait une décision prise par les instances comité technique et comité de pilotage. Donc, dans la situation actuelle, c'est pas tout à fait simple. Si on a des marges de manœuvre nouvelles par la suite, on pourra toujours effectivement examiner la révision du montant de la subvention si l'opération connaît des aléas. Par contre, on organise la fongibilité à l'échelle du programme d'intervention entre les différentes opérations. Donc ça veut dire que si vous faites des économies d'un côté, elles peuvent être répercutées sur d'autres opérations. Le seul sujet auquel on sera attentif, c'est le nombre de locaux, puisque c'est un indicateur de suivi de la mesure. Donc le nombre de locaux reste à peu près constant à l'échelle du programme d'intervention. Et puis, voilà, enfin, on a aussi le souhait que la totalité des crédits réservés soit consommée. Donc pour tous ceux avec qui on aura signé des conventions, on va aller les chercher pour s'assurer qu'ils vont bien dépenser tout l'argent qu'on aura réservé pour eux. C'est une très bonne nouvelle, cette fongibilité. Une autre question, est-ce que la NCT est conduite à prioriser certains dossiers ? Alors la NCT directement non. Bon après, dans le cadre de l'instruction effectivement, enfin il y a des dossiers qu'on a envie de voir aboutir et d'autres peut-être un peu moins. La sélection aujourd'hui, elle s'opère plutôt à l'initiative ou la priorisation, elle s'exerce plutôt à l'initiative des membres du COTEC, qui effectivement vont aujourd'hui regarder quelles sont les retombées attendues pour le territoire concerné, qui vont regarder est-ce que l'opération s'inscrit bien dans la doctrine d'intervention du fonds. La DGE aujourd'hui se positionne clairement sur la réponse commerciale artisanale apportée au territoire. Donc là où on avait ouvert les possibilités de soutien du fonds à d'autres activités, notamment des activités de service, ou des activités sociales et solidaires, c'est plus compliqué aujourd'hui. Et puis, on va aussi regarder un certain nombre de ratios en comité technique. Enfin, les membres du comité technique vont regarder un certain nombre de ratios, notamment le montant de subvention par mètre carré, par local, la valorisation de l'actif reconstitué par rapport au prix de revient de l'opération. Et donc, plus on est dans des situations très dégradées où finalement ce que l'on reconstitue en fonction des loyers prévisionnels est faible par rapport à ce qu'a coûté l'opération, et plus c'est compliqué d'obtenir une validation immédiate. Merci beaucoup. Une question en lien avec la problématique que vous souleviez tout à l'heure sur la réservation des locaux commerciaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de foncières donc, qui font de la commercialisation ouverte ? Souvent, nous répondons à des besoins des collectivités qui ont déjà des prospects.
En fait, tant que le bail n'a pas été signé, je pense qu'en cas de contrôle par la Commission européenne, c'est pas très grave. On peut imaginer que si la collectivité a des prospects et qu'elle a fait un certain nombre de démarches pour aller chercher des commerçants qui soient susceptibles d'investir son territoire et de recréer de l'attractivité sur son territoire. Donc la démarche, elle n'a pas forcément besoin d'être totalement formalisée. Idéalement, ce sont des annonces sur le Bon Coin, ce sont des panneaux d'affichage sur les locaux. Mais voilà, enfin, il y a sans doute aussi un certain nombre d'arguments et de moyens pour justifier du fait que on s'inscrit bien dans cette obligation de démarche de publicité ouverte et non discriminante. Merci beaucoup, Christelle, pour ces réponses franches à des questions délicates et pour cette présentation. Puis je suis désolé d'avoir oublié la troisième diapo et vous m'avez pas fait signe. Du coup, j'ai cru que c'était fini. Je suis complètement responsable. Je rebondis sur la dernière question. Qui citait les collectivités, les différentes collectivités. Voilà, ça me fait le passage de parole pour Stéphanie, qui va nous présenter assez rapidement, en définitive, parce que c'est un sujet inépuisable, mais qui va nous présenter le rôle des différentes collectivités, en tout cas les prises de participation possibles des différentes collectivités dans les foncières. C'est bon, une fois c'est bon. Pas encore. Vraiment, non. C'est bon là. Merci Frédéric. Je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit, sur le fait que les foncières, elles se créent. Merci. Les foncières se constituent à différentes échelles. À l'échelle de la ville, où on a des actions qui sont dans des rues. On aura l'exemple de Vierzon, à l'échelle du département, de l'agglomération, mais aussi régionale. Et donc, finalement, ces différentes échelles nous posent la question de quelles collectivités vont amener à participer au tour de table de ces sociétés qui sont, on le verra au cours de la table ronde numéro 2, qui sont appelées à constituer, et qui sont des sociétés d'économie mixte ou des filiales de sociétés d'économie mixte. Si on en revient un peu au CGCT et ce que nous dit les textes par rapport à la prise de participation de collectivités autour de table donc, de sociétés d'économie mixte, c'est que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, elles peuvent donc créer des sociétés d'économie mixte. En d'autres termes, une collectivité ne peut pas faire, à travers une société d'économie mixte ou une SPL, ce qu'elle ne pourrait pas faire par elle-même. Donc, en tant que futur actionnaire, cette collectivité doit s'interroger sur la compétence qu'elle met en avant pour venir apporter donc, sa participation à cette société. On sait que cette interrogation se fait alors même que la compétence qui est exercée n'est pas transférée à la société, c'est simplement une action, une intervention que fait la collectivité au sein donc de cette société d'économie mixte. Depuis la loi de 17 mai 2019, on sait que les sociétés d'économie mixte peuvent avoir à leur capital des collectivités qui ne partagent pas toutes les mêmes compétences. C'était une loi qui était intervenue pour sécuriser l'actionnariat des EPL et donc, à la suite d'un arrêt du Conseil d'État. Et donc, en fait, c'est une pluralité de compétences qui est attendue et il faut au moins que la collectivité qui rentre au capital justifie d'une compétence. Donc, on le voit, cette interrogation pose la question de, alors, donc, quand on fait une foncière de redynamisation, quelle compétence est appelée
à être exercée. Une foncière fait de la redynamise un centre-ville, un centre-bourg, avec pour principale action de réimplanter des commerces. Sa création concourt donc à la réalisation d'une mission de développement économique. Si la collectivité ne dispose pas de cette compétence développement économique, elle peut néanmoins être actionnaire d'une SEM dont l'objet dépasse le champ strict du développement économique, dès lors que son action vient en complémentarité avec donc cette compétence. Si on regarde un peu donc tous les échelons, on va regarder les communes et les EPCI. Le commerce fait partie du bloc obligatoire de développement économique qui a été transféré aux communautés d'agglomération et communautés de communes par la loi NOTRe. Et on nous dit que dans ce bloc donc, qui concerne le commerce, ces EPCI ont une compétence économique qui est relative à la politique locale du commerce et à des actions de soutien des activités à la fois artisanales et commerciales d'intérêt communautaire. Comme pour la plupart des compétences, lorsqu'il y a eu transfert aux EPCI, on s'est interrogé sur c'est quoi des activités qui relèvent de l'intérêt communautaire. S'agissant de ce transfert de cette politique locale du commerce et des activités donc, commerciales, enfin le soutien aux activités commerciales, le texte ne nous dit pas grand-chose. C'est en fait les collectivités, enfin les EPCI concernés qui ont pris des délibérations et qui ont fixé eux-mêmes le cadre de ce qu'ils entendaient de cette notion d'intérêt économique. Donc, si on devait citer des exemples, on trouve le soutien, le maintien, le développement, la création dans la commune des commerces de proximité et de première nécessité, des études de faisabilité, de montage, d'animation, de suivi de dispositifs. Et dans certaines délibérations, on peut même avoir la création de foncières et la prise de participation. Les EPCI avaient jusqu'au 31 décembre 2018 pour prendre ces délibérations. Définissons donc cette ligne de partage finalement, cette notion d'intérêt communautaire, et à l'expiration de ce délai, la compétence était automatiquement transférée. Donc en fait, on voit ici que les communes ont maintenu leurs compétences, mais on va les resserrer sur des compétences de proximité, et donc elles viennent en complément de l'action des EPCI qui, eux, interviennent à l'échelon, on va dire, bien sûr, communautaire, parce qu'il y a un intérêt communautaire qui est mis en avant. Donc ça ne présente pas de difficulté entre les communes et les EPCI de se retrouver, on va dire, à l'initiative de la création d'une foncière de redynamisation. Je vais rapidement parler de la région parce que, encore une fois, la région, on le sait, a de principe une compétence pour promouvoir le développement économique. Elle est le chef de file en la matière depuis la loi NOTRe. Elle définit à travers le schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation. Elle pose ses orientations stratégiques auxquelles les communes et puis les EPCI adhèrent. Donc on va dire que pour une région, la foncière de redynamisation est un complément à toutes les actions qu'elle mène déjà sur le logement, la mobilité, la réinstallation, réimplantation d'activités sur le territoire. Donc la création d'une foncière ne pose évidemment pas de difficulté lorsqu'elle est à l'initiative d'une région. Je vais aborder le point plus sensible, qui est celui des départements. On le sait, les départements montrent tous les jours sur le terrain la nécessité de leur action en matière économique. Ils sont garants de l'efficacité de toutes les politiques locales qui sont exercées, des politiques de proximité. Pour autant, la loi NOTRe leur a retiré le bénéfice
de la clause de compétence générale qui les autorisait à compléter leurs compétences au gré des demandes des collectivités pour venir à leur soutien. Du coup, effectivement, si on relit bien les textes, les départements n'ont pas la compétence de développement économique. Dans le même temps, la loi NOTRe a réaffirmé leur rôle en matière de cohésion territoriale. Et donc, c'est à travers ce rôle de cohésion territoriale qu'on peut peut-être rechercher l'intérêt pour un département d'agir dans une notamment société d'économie mixte qui déploie une activité de foncière. L'article L 3211-1 du CGCT dispose que les départements ont compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. Les départements ont donc cette compétence, et en tout cas, nous le rappelle la loi NOTRe, des compétences qui sont déterminées par la loi pour intervenir sur des objets spécifiques et limités qui s'inscrivent dans le cadre de la solidarité territoriale. Si on s'en tient à ça, quelles sont-elles? Elles peuvent venir participer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est portée par des collectivités que sont les communes et les groupements. Leur intervention se fait à leur demande. Elles peuvent apporter aussi des aides au maintien des services en milieu rural, en complément des communes et de leurs groupements. En d'autres termes, pour participer à la création d'une foncière, ce n'est pas tant la compétence de développement économique qui pourrait être mise en avant, mais davantage celle de la solidarité territoriale, avec néanmoins, et c'est là que mon intervention n'est pas très facile, mais avec des interrogations sur jusqu'où peut-on aller. Si on a un objet qui est strictement celui d'une foncière, on crée une société d'économie mixte et que l'on n'a à son tour de table qu'un département, quid dans ce cas, puisque l'on va porter une compétence développement économique que le département, comme je viens de le rappeler, ne l'a pas de manière claire dans les textes. Par contre, si la foncière déploie en plus d'autres activités croisées avec d'autres collectivités et que peut-être cette foncière agit dans le cadre de programmes nationaux, dans des territoires dans lesquels une solidarité territoriale est attendue de son actionnaire, à ce moment-là, certainement, l'intervention s'en sera facilitée. Donc c'est voilà, c'est un point. Alors juste pour dire que ce sont des interrogations à l'heure actuelle, qui ne viennent pas de nous, mais qui appellent aujourd'hui à lancer une réflexion pour connaître le positionnement des départements qui est utile à la constitution des foncières, et puis surtout à être attentif lors de la création, de savoir sur quelles compétences on s'appuie. Merci. Une question peut-être Stéphanie. L'obligation d'avoir une compétence en lien avec l'objet social s'impose-t-elle également en cas de création d'une SAS filiale de SEM? Alors de manière indirecte, oui, puisqu'une SEM, lorsqu'elle crée une filiale ou lorsqu'elle prend une participation dans une autre société, vous m'entendez, est dans l'obligation de pouvoir justifier une activité complémentaire ou identique, ou, et de manière plus simple, complémentaire. Donc oui, de manière indirecte, les collectivités doivent s'interroger. Merci beaucoup. Peut-être je me permets de revenir, parce qu'il y a eu beaucoup de questions pour vous, Christelle, en sachant que voilà, la séquence doit bientôt se clôturer pour passer à la deuxième table ronde sur les montages opérationnels. Mais quand même, dans les questions qui intéressent les participants, est-ce que le fonds peut accompagner la construction d'un bâtiment de locaux commerciaux neufs dans un centre-bourg dépourvu de tout commerce jusqu'à présent ? La réponse est oui.
Parfait. Et une autre question en fait qui a été reposée 2 fois sur est-ce qu'une ville peut être le demandeur de crédit en attendant de créer une foncière et effectivement en écho une autre question sur la possibilité de réservation de crédit concernant des foncières en cours de constitution. Donc du coup là la réponse est non. Moi, je vais essayer d'être un petit peu plus bavarde, même si j'essaye de limiter mon temps de parole. Sur le premier sujet, on n'a pas exclu en fait qu'un projet de construction ex nihilo qui répondrait à un besoin local ne soit pas pris en compte par les interventions du fonds. Ceci dit, aujourd'hui, ce serait peut-être considéré comme étant moins prioritaire dans la situation actuelle, considérant que on ne vient pas résorber une situation de vacances ou de local vacant. Donc voilà. Sur le deuxième sujet, les collectivités ne peuvent pas déposer directement de demande sur la plateforme. Par contre, ça peut être une SEM existante ou une SPL existante qui dépose la demande pour le compte d'une foncière en cours de structuration. Et à ce moment-là, on organisera en fait le transfert de tiers et du bénéfice de la subvention. Le moment venu, ça fait partie effectivement des adaptations qu'on a dû réaliser pour tenir compte du fait que le temps de structuration des foncières pouvait être un peu plus long que ce qu'on avait peut-être imaginé. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, beaucoup de foncières se structurent en filiale de SEM. Une dernière question sur le même registre. La Loire-Atlantique a mis en place des AMI à l'échelle du département. Il semblerait que ces AMI ne soient pas reconnus pour justifier de l'attribution des aides du fonds. Même, voilà, une question de même registre. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai pour la Loire-Atlantique, mais c'est vrai aussi pour la région Occitanie, où la foncière régionale d'Occitanie a déposé une demande de subvention sur un programme d'intervention pour lequel certains territoires étaient lauréats de l'AMI Centre-Bourg. En fait, dans les choix que l'on a fait au départ, c'était de dire qu'on se concentre sur les territoires fragiles. Alors, je ne dis pas que ces territoires ne sont pas des territoires fragiles, mais simplement pour apprécier la fragilité du territoire, on s'est appuyé sur des zonages réglementaires ou des programmes d'intervention de l'agence. Donc, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. On a souhaité ne pas créer de nouveaux décalages avec les quartiers politiques de la ville. Donc, on a aussi pris en compte les quartiers politiques de la ville. Et pour s'assurer d'un cadre partenarial favorable à la conduite de l'opération et du programme d'intervention, on s'est adossé aux opérations de revitalisation des territoires. Et dans les zonages réglementaires, on a également les zones de revitalisation rurale ou les zones d'aide à finalité régionale. Mais pas effectivement les AMI particuliers lancés par certaines régions qui auraient créé aussi sans doute un peu d'inégalité territoriale, considérant que certaines régions en ont pris l'initiative et pas d'autres. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Je suis censuré aujourd'hui. Merci à toutes les deux pour cette première table ronde. Je vais repasser la parole à Stéphanie qui va animer la seconde table ronde sur les montages opérationnels et lui laisser le soin d'annoncer ses invités. Donc, me rejoignent à cette table pour parler des montages opérationnels et nous faire part de leur expérience. Monsieur le maire de Vierzon, monsieur Sansu, merci de me rejoindre. Monsieur Davis, directeur général de la foncière Normandie. Et donc là, nous allons avoir à mes côtés l'expérience de l'échelon local, intercommunal, et celui de l'échelon régional. Et nous allons ensemble débattre des modalités finalement d'intervention de ces foncières à dimensions différentes. Je vais avant vous présenter aussi donc mon intervention. Voilà, je ne sais pas où c'est. Ah, c'est moi. Ok. Non.
Voilà, donc vous reparlez un peu des montages opérationnels que nous observons au fil de la création donc, de ces foncières et la manière dont elles ont pensé se positionner, en tout cas leur collectivité, la manière dont elles ont décidé de leur intervention. On rappelle juste qu'une foncière, elle porte une stratégie de redynamisation et cette stratégie, c'est celle de la collectivité qui n'a pas que la foncière comme outil. La collectivité peut également, pour porter son programme de redynamisation et ses opérations, elle peut s'appuyer aussi sur des contrats en faisant appel à une SPL dont on sait que son intervention n'est pas soumise à la concurrence. Elle peut avoir recours à la concession d'aménagement lorsque l'opération est bien qualifiée d'opération d'aménagement, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai que la concession d'aménagement offre la possibilité d'avoir un traitement global à l'échelle d'un territoire, en tout cas d'un quartier, d'un îlot, sur le logement, les commerces, et donc peut avoir un intérêt lorsqu'elle peut être mise en place, puisque l'aménageur dispose de prérogatives de puissance publique et peut, à ce titre, se voir déléguer le droit de préemption qui l'autorise donc à pouvoir acquérir plus facilement notamment les cellules commerciales de rez-de-chaussée, et donc à procéder aussi, si ces missions sont celles-ci au titre de son contrat, à leur réhabilitation. Donc tout ça, ça participe en fait à régénérer, à redynamiser. Donc c'est un contrat qui peut être mobilisé. On sait aussi que des collectivités sont propriétaires et arrivent à acquérir ou à garder, à la suite d'une concession d'aménagement ou autre, des cellules commerciales et procéder elles-mêmes et à leur tour à leur réhabilitation et passer par des contrats de gestion, d'exploitation, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être, elles décident de le céder. Ce que l'on essaie ici de montrer, c'est que la foncière, finalement, son intervention en tant qu'accélérateur de cette redynamisation se positionne à côté. C'est-à-dire que l'idée étant que la foncière n'est pas, en tout cas sa vocation première, n'est pas de répondre à un contrat de la commande publique. On parle ici pour la plupart de sociétés d'économie mixte, de filiales de sociétés d'économie mixte qui, de par leur intervention, ont vocation à intervenir en opération propre et à déployer, comme on vous l'a remis ici dans cette chaîne de valeur, des missions qui sont donc à destination de sa propre activité et donc faire ses études de faisabilité, acquérir, réaliser ses travaux, exploiter et céder. Intervenir en opération propre, ça veut dire détenir son propre patrimoine. C'est aussi donc la question de savoir comment on acquiert ses biens lorsque on est une foncière et qu'on n'est pas un aménageur avec, ce que j'ai dit tout à l'heure, la possibilité de se voir reconnaître ce droit de préemption et donc de faciliter l'acquisition. Donc ici, c'est vrai que la foncière, tout en intervenant en opération propre, peut venir finalement au bout du bout, peut-être de la concession d'aménagement, pour venir acquérir des biens qui ont fait l'objet déjà d'une restructuration par l'aménageur, et donc de réaménager ensuite les locaux en les achetant et en prévoyant ensuite d'y implanter une nouvelle activité adaptée aux commerces qui seront logés. Donc c'était surtout pour vous rappeler cette idée que je vais peut-être passer que voilà, donc l'idée de la foncière, c'est bien ses opérations propres. On profite d'être une société d'économie mixte pour avoir des capitaux privés, pour pouvoir avoir un capital adapté à un portefeuille et pouvoir
avoir une certaine agilité. Être en opération propre, c'est aussi la possibilité donc, de détenir ce patrimoine, de le gérer selon ses propres objectifs, tout en associant, bien sûr, puisque c'est la structuration avec des collectivités, forcément, font que autour de table, les questions et au conseil d'administration de la stratégie d'intervention se fait. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en opération propre que pour autant les collectivités ne sont pas impliquées, puisqu'elles sont à la gouvernance et elles donnent leur stratégie. On peut dire aussi que, alors c'est un des points qui pouvait être un peu sensible. On a vu prospérer des fois des interrogations, je l'ai dit tout à l'heure, sur des SPL. Les SPL, on sait que n'ont pas la même capacité d'intervention, même si elles peuvent être des foncières. La difficulté, c'est qu'une SPL ne peut répondre qu'à ses actionnaires et ne peut répondre que dans le cadre de contrats que lui confient ses actionnaires. Donc elle ne pourra pas venir acquérir des biens et les porter sur la durée. Elle ne pourra venir que dans le cadre de mandats de gestion ou venir dans des travaux de réhabilitation à travers des contrats de mandat ou de la concession d'aménagement. Mais ce n'est pas l'idée de la foncière, de cette agilité que l'on attend, de cet accélérateur de la redynamisation. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Rapidement, parce que vous l'aviez déjà vu dans la structuration donc, des foncières, 3 options possibles. J'ai parlé de société d'économie mixte. On peut avoir une société d'économie mixte existante qui a donc un champ de compétences pluriel et qui intègre, en faisant évoluer son objet social, une activité de foncière. Voilà, donc l'intérêt, c'est que déjà la SEM est déjà constituée, elle a une certaine visibilité, elle peut intervenir rapidement, on ne change pas son tour de table et ça permet donc d'agir relativement vite. L'autre, je vais passer vite parce que vous l'aviez quand même déjà vu, l'autre option possible et que l'on voit aussi se réaliser très fréquemment, c'est la création de filiales, en principe sous la forme d'une SAS, filiale d'une SEM, donc existante. Donc ici se pose la question de l'éventuelle recapitalisation de la SEM et puis donc des garanties ou de sa capacité à pouvoir, à travers donc une SAS, porter cette nouvelle activité. L'intérêt aussi d'une SAS, filiale de la SEM, c'est qu'à l'occasion de cette constitution, on peut réfléchir à un nouveau tour de table et intégrer de nouveaux investisseurs. Enfin, la dernière option, c'est la création d'une SEM ad hoc, qui est constituée à l'occasion et qui ne va porter finalement qu'une activité donc, de foncière. Et donc là, c'est pour faire un rappel de ce que j'ai dit précédemment, se reposera la question des compétences autour de cette activité donc, unique qu'il faudra donc réinterroger. Donc, en fait, on dispose de plusieurs outils. Les collectivités ont la foncière et on a bien reprécisé son champ d'intervention. Aujourd'hui, il est bon de regarder aussi donc, quelle est l'expérience que l'on a, puisqu'on a 2 sociétés d'économie mixte qui se sont créées de manière différente. Et vous allez nous dire, peut-être que j'ai des questions, je ne sais pas. Il y en a, mais peut-être du coup poursuivre et puis on pourra... Je les aurai à la fin. Exactement. Donc, Monsieur Sansu, je vais vous laisser la parole pour nous raconter l'histoire de cette société d'économie mixte que vous portez et qui intervient... Ah, alors, il faut juste... Oui, j'ai appuyé. Oui, c'est bon.
Non, attends pas. Désolé, oui. Alors, la société d'économie mixte du Pays de Vierzon est née il y a 30 ans. C'est une société d'économie mixte classique, c'est-à-dire petite société d'économie mixte pour un territoire qui faisait de l'aménagement de zones d'activité. Grosso modo, c'était à cette époque-là, en fait, de l'externalisation de dette, on va dire, tout simplement. Il n'y avait pas encore toutes les lois qui étaient passées, notamment sur les mises en concurrence. Donc, évidemment, c'était le principe pour aménager toutes les zones d'activité. À cette époque, c'était uniquement des opérations sous forme de concession. Et s'est trouvé quelques difficultés qui ont impacté les territoires comme les nôtres, c'est-à-dire d'abord des friches industrielles extrêmement importantes qu'on ne savait pas reconquérir, la question de la déprise du cœur de ville qui est arrivée petit à petit, et en fait des enjeux extrêmement forts que la collectivité a dû prendre en compte. Donc il y a une douzaine d'années, nous avons imaginé une stratégie globale pour le centre-ville. C'est pour ça qu'on a répondu tout de suite, vous savez, au premier programme qui était le PNR-CAD, dont on va, je crois, regarder les conséquences, tirer les conclusions, je crois, au niveau du ministère très bientôt sur les 10 ans du PNR-CAD. Et on a mis en place un certain nombre d'outils en se disant comment on fait pour agir globalement sur le centre-ville, où il y avait une déprise, perte d'habitants, perte d'activité, perte de commerce. Donc on a fait le droit de préemption sur les baux commerciaux. On a répondu au PNR-CAD avec des études qu'on a commencé déjà avec la Caisse des dépôts à l'époque, études commerce, études urbaines, études logement. On a mis en place une OPARU qui n'existait plus, donc une OPH. On a mis en place des aménagements urbains, un programme FISAC auquel on a répondu. Donc tous les outils ont pu être mis en place petit à petit. On a fait une concession d'aménagement et qui a été un échec patent, tout simplement parce qu'on n'avait pas de cofinancement suffisant. Donc en fait, toutes les données qu'on voulait mettre en place ne marchaient pas. Voilà. Alors on a cherché à rebondir. Et on a cherché, vous savez, il faut quelques années quand même pour mettre en place cette stratégie. Et on a eu le bonheur d'être sollicité pour être territoire démonstrateur en 2016, fin 2016. On a fait aussi une saisine de l'EPARECA, donc maintenant la NCT, pour l'intervention au centre-ville. Et donc travailler avec les PARECA pour du commerce diffus de centre-ville, une doctrine un peu nouvelle pour les PARECA, mais qui était quelque chose d'intéressant. Et on a signé aussi un NPRU de centre-ville, avant même le programme Action Cœur de Ville, puisqu'on l'a signé en 2017. Et on a évidemment candidaté au plan Action Cœur de Ville en 2018. Ce qui fait que cette stratégie d'ensemble, avec des choix urbanistiques, des choix de logement, des choix de commerce sur le cœur de ville, ont fait l'objet d'une volonté globale. À l'intérieur de ça, on a continué aussi évidemment à chercher tous les outils. Donc on a répondu, alors on a pris une culture projet, je vais dire, au niveau de la collectivité ville et communauté de communes. On a répondu à Réinventons nos cœurs de ville, au CNAM, au campus connecté, et j'en passe et des meilleurs, parce que je crois qu'on a répondu quasiment à toutes les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt. Mais nous n'avions pas d'outils forcément pour porter les projets, notamment sur le volet commerce. Et on a pensé que la SEMVI pouvait être l'outil en le transformant pour porter justement les grosses opérations de cœur de ville. On l'a donc transformé en foncière de redynamisation donc pour l'un de ces volets. On fait partie de ces SEM qui se sont transformés, ont intégré au sein de leur mission la redynamisation, la foncière de redynamisation. On a fait aussi un tour de table en même temps, nous, puisqu'on a fait une augmentation de capital. Le travail avec la Banque des Territoires a été extrêmement fructueux, je le dis, à la fois pour l'identification du plan de charge, du plan d'action, mais aussi bien équilibrer les questions entre opérations concessives, opérations rentables et opérations non rentables, parce qu'on sait bien que les opérations de centre-ville ne vont pas forcément être extrêmement rentables. Qui plus est, si le RLA garde ses règles actuelles, je crois que les opérations du centre-ville ne vont pas être très rentables, Madame Brem. Donc on a fait en sorte que l'augmentation du capital nous donne les moyens d'agir sur le cœur de ville. L'utilité de notre outil, il est assez simple, c'est qu'à la fois, il maîtrise les dispositifs, c'est-à-dire surtout les recherches de financement de l'État, la dotation de soutien à l'investissement local, le fonds friche régional, le RLA. Donc
tous les dispositifs où on peut justement aller chercher des financements pour diminuer le déficit foncier. Il est inséré dans le territoire, c'est-à-dire que notre outil est complètement inséré dans le territoire, avec une bonne connaissance du marché et des opportunités. Et il est informé des avancées que l'on a sur les autres contrats qui nous concernent, c'est-à-dire le NPRU, Action Cœur de Ville, puisque l'ASPL, qui porte la maîtrise d'œuvre de ces programmes, est aussi intégrée à la SEM, donc est la cousine de la SEM, avec, on va dire, la même gouvernance. Donc ça aide. À l'échelle d'une ville comme Vierzon et d'un territoire comme le nôtre, en fait, il faut savoir que le formel et l'informel se mêlent assez souvent, et ça permet quand même de trouver ces solutions avec des outils qui ne sont pas forcément extrêmement compliqués. Alors, la Banque des Territoires a fait une sorte donc, de préfiguration de foncière avec nous en nous accompagnant sur 3 projets emblématiques réalisés avant la mise en place de la foncière. Il y en a un extrêmement emblématique puisque c'est la reconquête d'un local commercial de 1000 m² en cœur de ville, locomotive multimarque textile, avec la possibilité de porter le projet, un projet qu'on avait identifié avec les PARECA à l'époque, qui était inscrit dans une ligne NPRU, donc vous voyez, et donc qu'on a pu faire grâce à l'apport de la Banque des Territoires, et c'est la SEMVI qui a porté le projet en lieu et place de l'EPARECA et qui l'a revendu à la NCT, c'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, nous avons acquis le bien, la SEMVI, on a fait les travaux, on a mis l'exploitant que l'on avait déjà, on ne fait pas d'opération en blanc, hein, je le répète, et la NCT a acquis le bien il y a quelques semaines. Et la Banque des Territoires, dans sa grande mansuétude, ne nous a pas demandé de pénalité suite aux 2 mois de retard qu'on avait pour le remboursement du prêt. Mais c'est la grande mansuétude de la Banque des Territoires par rapport à un travail commun que nous faisons bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'habitant, que ça vienne de la ville, de la communauté de communes, de l'ANRU, de la Banque des Territoires, de la SEMVI, de la NCT, plus il y a de commerce, mieux c'est, et il se fiche de savoir de qui a fait quoi. Et je veux dire qu'il faut que ce soit complètement... que ce soit invisible notre travail pour que, en fait, l'objectif, c'est qu'on parvienne à reconquérir des friches commerciales. Au total, en 3 ans, il y a 27 commerces qui ont été reconquis en cœur de ville de Vierzon pour plus de 3000 m² de locaux qui ne sont plus vides. Mais tout ne s'est pas fait grâce à la foncière ou grâce à la préfiguration de la foncière. Ce qui compte, je disais, c'est la stratégie globale, c'est l'apport de flux, c'est-à-dire quand vous mettez le musée numérique Microfolie, qu'on a fait aussi avec la Banque des Territoires pour une partie, pour l'ANRU, pour le bâtiment, et pour la Banque des Territoires pour l'aménagement du musée numérique Microfolie. Quand vous faites la véloroute du canal de Berry, quand vous mettez des habitants comme l'objectif que l'on a de mettre des gens qui vivent en centre-ville, on va accueillir 50 fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques sur un bâtiment que la SEMVI est en train de porter en termes de réaménagement pour mettre un service démétropolisé, selon ce vilain mot, de la région parisienne. On a aussi un campus numérique qui se met en place avec 300 étudiants qui vont être en cœur de ville dans notre hall de la Société française à l'emblématique de Vierzon, juste en face de la gare. Donc on est sur des enjeux on remet du monde en centre-ville, on remet du monde en cœur de ville. C'est comme ça que le centre-ville marche, et pas seulement parce qu'on va faire une foncière. La volonté de refaire du logement également en centre-ville est très importante. Dans le cadre du NPRU, on a identifié des poches de logement et on a remis du logement en cœur de ville parce que c'est très important. Donc c'est un bouquet de réponses, et à l'intérieur de ça, la foncière est un des outils majeurs de cette réponse. Parce que la foncière, c'est l'identification avec la collectivité, hein, évidemment, des locaux que l'on souhaite reconquérir, le portage, vous l'avez dit, hein, la capacité à faire les travaux, parce qu'il faut aussi faire des travaux et les suivre, la recherche de financement, l'allocation à un prix raisonnable avant cession, parce que c'est ça, n'oublions jamais qu'il y a l'allocation à un prix raisonnable avant cession. On est sur des locaux qui sont vides parfois depuis des années. Je ne dirais pas des dizaines d'années, mais ça n'est pas loin. Et pourtant, on a mis en place la taxe sur les locaux vacants. Hein. Mais des années et des années. Ça veut dire que si vous n'avez pas tous les outils pour les reconquérir, ces locaux, il n'y a pas de prix de marché. Très clairement, il n'y a pas de marché. Alors, il y en a toujours un, mais il est tellement bas que c'est clair qu'il faut une intervention publique forte.
On a mis en place, en plus de la foncière, l'aide au loyer. C'est-à-dire que la ville accompagne, comme ça se fait dans d'autres territoires, la ville accompagne sur 24 mois, de manière dégressive, la remise en place d'un commerce de bouche, la remise en place d'un commerce de textile. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes montants qui sont donnés, mais en fonction des secteurs tendus ou moins tendus. On a mis en place un accueil unique, un guichet unique et d'accompagnement, le comptoir du commerce, qui fait aussi toutes les animations commerciales. Donc voilà, donc la foncière intervient, mais elle n'est pas la seule. On a mis en place la pépinière commerciale où on a reconquis 11 commerces. On a fait le grand projet de la locomotive commerciale dont j'ai parlé tout à l'heure. 6 commerces emblématiques qui ont été portés par la communauté de communes, la ville, sont aujourd'hui cédés à la SEMVI, la foncière donc, de redynamisation commerciale. Et il y a 8 projets entièrement privés qui se sont greffés à côté de ces dispositifs publics. La vacance commerciale, elle a été divisée par 3 en 3 ans sur le parcours commercial qu'on avait identifié avec la Caisse des dépôts à cette époque-là, tel qu'on l'avait regardé. Donc la petite expertise aujourd'hui qu'on a mis en œuvre nous a permis aujourd'hui aussi d'être un peu appelés en dehors de la ville. C'est-à-dire qu'on a 3 projets, un en petite ville de demain, 2 en ZRR, pour faire la même chose du portage sur des locaux commerciaux avec des logements au-dessus. Il nous reste évidemment cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la SEMVI n'est pas outillée pour porter le logement au-dessus et nous avons un peu de mal à faire des accords avec des bailleurs. Alors peut-être que CDC Habitat, après cette réunion, va se précipiter vers nous pour porter des projets en logement isolé. Parce que le problème, c'est que les hauts de commerce, c'est du logement isolé. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de sortir des produits qui sont valorisables normalement dans les territoires comme les nôtres. Mais en tout cas, on continue à travailler sur ce sujet. Dernier petit sujet, je voulais le dire parce que je n'ai pas voulu intervenir tout à l'heure, j'étais dans la salle, sur le RLA. On a été sollicité, la SEMVI, pour éprouver le dispositif RLA en décembre 2020. Quasiment entre Noël et Jour de l'An, quasiment. La foncière n'a été constituée qu'en octobre 2021 suite au tour de table à l'augmentation de capital et l'intervention de la BDT au sein de la SEMVI. Or, il est évident que la question, c'est que les projets, encore une fois, je le redis, on ne fait pas de projet en blanc et la foncière ne portera pas de projet en blanc et je crois que tous les actionnaires de la SEM, que ce soit la communauté de communes qui est l'actionnaire principal, la ville et la Banque des territoires sont bien d'accord. On ne peut pas porter de projet en blanc sur des territoires comme les nôtres. Ça veut dire qu'il faut avoir préidentifié le porteur de projet, voire même quasiment un bail signé avant que nous lancions des travaux. Donc c'est pour ça que ça pose un vrai problème sur des territoires en difficulté. Et sur le calcul de loyer, on a la même difficulté. On a la même difficulté sur le calcul des loyers parce que la foncière doit permettre de sortir des projets. Et le calcul du déficit foncier se fait bien sûr à partir d'un loyer qui est correct, possible, qui permet aux commerçants de tenir. Sinon, il n'y a pas de solution. Donc si dans le cadre d'un fonds RLA, on n'a pas de preneur avec des loyers qui seraient des loyers de marché estimés nationalement par rapport à un certain nombre de secteurs, les locaux resteront vides. Donc je voulais le dire parce que ça va poser évidemment des difficultés pour des territoires en déprise. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais laisser peut-être un temps d'échange et de questions. Exactement, merci beaucoup, parce qu'effectivement, on a quelques questions pour vous, Monsieur le maire. Une question, alors vous avez abordé le point en partie dans votre présentation, mais une interrogation sur comment s'articule l'action des services municipaux avec la foncière. Alors, comment ça s'articule, à votre avis ? Très clairement, oui, très bien. C'est-à-dire que la question, c'est je suis le président de la SEM. Alors, je suis également le maire de la ville. Évidemment, ça facilite les choses. C'est-à-dire qu'on a une stratégie globale et la SEM est un des opérateurs
la foncière est un des opérateurs dans le cadre du plan de charge sur lequel on s'est mis d'accord avec la Banque des Territoires dans le cadre du tour de table. Et donc, voilà comment ça se passe. Alors après, il y a un directeur général de SEM qui s'occupe de ça, qui est aussi, il faut le dire, mis à disposition pour partie pour s'occuper d'Action Cœur de Ville, puisqu'il est à 20% sur directeur de projet Action Cœur de Ville. Donc c'est vrai que le maillage, on va dire, est assez simple pour permettre de porter tous les dispositifs ensemble. Pas forcément toujours par les mêmes personnes. Il peut y avoir la direction de l'urbanisme qui travaille sur la question des aménagements urbains, la direction des services techniques, la direction générale des services qui intervient énormément sur les recherches, notamment d'appel à projets et d'appel à manifestation d'intérêt. Mais sur la question de coordination, c'est le portage politique qui fait en sorte qu'il y ait de la coordination sur tous les sujets. Une autre question, de quoi avez-vous besoin pour que votre foncière soit encore plus efficace? C'est assez simple, mais non. De quoi avons-nous besoin? Alors, on a besoin de règles qui prennent en compte la réalité du territoire. Quand je dis ça, je ne veux pas accabler la NCT, Madame Brem. Mais sincèrement, quand j'entends qu'il faut et je comprends en termes de sécurité juridique, mais quand j'entends qu'il faut des opérations en blanc, je dis que nous n'irons pas. C'est-à-dire que ça va nous poser problème pour faire du portage de déficit foncier, de combler du déficit foncier sur des opérations. On ne fait pas, c'est pas une foncière comme il peut y avoir peut-être dans les métropoles où on sait que de toute façon ça trouvera preneur. Chez nous, ça ne trouve pas preneur si nous n'avons pas identifié le preneur à un prix sur lequel nous avons quasiment négocié. C'est-à-dire que au-dessus de 120 € le mètre carré dans le cœur de ville de Vierzon, vous ne trouvez pas de preneur. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, si vous avez des travaux qui vous sortent un projet à 250 ou 300 € du mètre carré, ben vous savez très bien ce qu'il faut faire. Il faut trouver les solutions pour diminuer la part aux preneurs. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il nous faut des outils, notamment de prise en compte du déficit, qui soient plus simples. Alors ça peut passer par d'autres dispositifs. Pour les collections, on a eu des fonds en rue, puisque c'était de la reconquête commerciale. On a eu des fonds en rue direct. On a eu 400 000 € mis sur le projet du grand multimarque textile de 1000 m². Donc ça peut être un des outils. Mais en tout cas, il faut que l'ANCT ait ce même type d'outils et de fonds extrêmement simples. Merci beaucoup, monsieur le maire. Stéphanie, il y avait quelques questions pour toi suite à ton intervention, et notamment des interrogations sur les services des domaines. Je cite, dans quelle mesure les services des domaines sont associés à une politique publique nationale de redynamisation en prenant en compte l'état réel des biens dans leur estimation et non la valorisation potentielle? Et il me semble qu'il y avait une autre question similaire. Excusez-moi, le temps de reprendre. L'acquisition d'un bien réalisé par une SEM foncière dans le cadre d'une opération propre doit-elle faire l'objet d'un avis de la direction de l'immobilier de l'État? Alors, la dernière question est plus facile à mon niveau. Oui, la réponse est oui, dès lors qu'on atteint le seuil de 180 000 € et qu'on considère que cette SEM foncière est bien une SEM immobilière, et c'est le cas. Je rappelle juste que cette obligation ne s'applique pas lorsque nous sommes en foncière sous la forme d'une SAS. C'est uniquement pour les sociétés d'économie mixte. La première question, à mon niveau, elle est un peu difficile de répondre parce qu'elle relève bien d'une doctrine de l'État sur sa manière d'estimer des biens, me semble-t-il. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Et j'inviterai la direction de l'immobilier de l'État à venir à un prochain tour de table.
Non, je pense que c'est un peu compliqué là. Mais c'est une question qui est compliquée. Ouais, voilà. La réponse n'est pas simple en tous les cas et elle ne concerne pas que les sujets immobiliers. Tout à fait. C'est une problématique qu'on rencontre fréquemment, notamment en C'est matière d'aménagement. Je regarde C'est Luc ça. Davis. Je ne C'est doute pas une qu'il est. doctrine d'évaluation et donc ça, bon, bah, elle est propre. Voilà. Une autre question peut-être Stéphanie sur la cession de l'immeuble acquis par la collectivité à la foncière est-elle soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable? Alors oui, non. Il n'y a pas d'obligation légale prévue pour cette cession. Après, tout dépend de d'où vient le bien. Voilà. On a fait récemment des réponses lorsque ces terrains ont été portés notamment par des EPF. Dans leur convention de portage, ils ont, la plupart du temps, des obligations de mise en concurrence pour flécher des acquéreurs potentiels. Donc la SEM est un acquéreur comme tant d'autres et pourrait être mise en concurrence. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation à partir du moment où la cession se fait à un prix qui correspond à un prix du marché et non pas à vil prix qui serait une aide d'État déguisée. Merci beaucoup. Une question qui n'a pas été posée, mais que je me permets, monsieur le maire, sur la structuration de la SEMVI, les ressources au sein de la SEM. C'est-à-dire? Le nombre de collaborateurs, les compétences que vous avez développées. Très très peu. Non, mais après c'est un choix là aussi de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un directeur général qui était le directeur technique opérationnel jusqu'il y a peu. Il y a un responsable chargé de travaux, chargé de mission, donc qui fait toutes les opérations travaux. Et ensuite, on a une comptable directrice des affaires financières. Alors, elle est directrice d'elle-même, mais voilà, elle s'occupe de la comptabilité et des questions administratives. Et puis, on a 2 personnes qui travaillent sur le commerce. Alors, ça fait partie d'une mission qu'on a avec la communauté de communes, puisque c'est une prestation de service dans le cadre de la politique commerce de la communauté de communes, qui sont mises à disposition par la SEM et donc qui tiennent le comptoir du commerce, qui font l'animation commerciale. C'est le manager de centre-ville, évidemment avec l'aide de la Banque des Territoires sur le manager de centre-ville. Donc voilà, grosso modo, on a 5 personnes à temps plein sur la SEM, la SEMVI, et ça suffit à porter des projets. Alors évidemment, tout le reste est externalisé. On ne fait pas des milliers d'études et on travaille beaucoup avec la BDT sur toutes les études préalables, notamment à nos opérations. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je vais passer la parole à Monsieur Davis qui va nous raconter à son tour l'histoire. Alors non, c'est pas bon. Je reviens. Si, c'était ça. C'est ça? Et il faut que je revienne juste un cran. Je suis pas doué. Hein. Donc, bonjour à tous, Luc Davis, directeur général de l'HMA et de la Foncière de Normandie. Donc la Foncière de Normandie a été créée à l'initiative de la région Normandie en avril dernier, avec un peu de travail avant, mais je vais vous passer l'histoire. Donc c'est une SEM. La région est son actionnaire majoritaire avec 60%. Elle est dotée de 5 millions de capital. Et le collège privé est donc de 40%, un tour de table partagé entre la Banque des Territoires, la Schéma et Normandie Participation, qui est un outil de capitalisation développé par la région. Chacun de ces 3 acteurs a 10%. Et les 10% restants sont partagés entre la Caisse d'épargne de Normandie, le PFN, donc l'établissement public foncier de Normandie, et Territoire et Habitat Normand, qui est le regroupement on va dire, d'une quinzaine de SA d'HLM sur l'ensemble du territoire normand. Alors pourquoi ces 2 derniers acteurs? C'est que dans l'intervention que je vais vous expliquer après de la Foncière de Normandie, on a trouvé que ça avait du sens de mettre l'acteur logement autour de table de la foncière pour traiter de ces problématiques, ou en tout cas avoir cette sensibilité directement au conseil d'administration. Et puis le PFN pour toutes les actions amont que peut conduire l'EPF, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe entre un EPF et la foncière, etc. Voilà, ça nous permet d'avoir des circuits courts pour régler ces petites questions de mise en concurrence, pas mise en concurrence, etc., qui nous occupent en ce moment d'ailleurs. Donc voilà pour la structuration de la société.
La société, la région a souhaité tout simplement mettre à disposition du territoire un outil. Donc on est vraiment dans une logique d'outil pour répondre à un besoin des communes et des EPCI dans leurs opérations de redynamisation, de redéveloppement de leur centre-ville, cœur de bourg, cœur de quartier, centre de vie. On a ouvert tous les dispositifs. Donc bien évidemment, on est dans la droite ligne des politiques publiques, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, mais pas que. On traite tous ces sujets-là du moment que, en réalité, la règle qu'on s'est donnée, c'est que l'outil intervient sur saisie d'une collectivité qui a un projet et l'outil vient accompagner ce projet dans la mesure où c'est la bonne réponse. Donc vraiment dans cette logique-là. Donc la foncière est un investisseur, et uniquement un investisseur, qui a pour vocation à acquérir des murs. Il se donne la possibilité de co-investir, donc soit, j'y reviendrai après, soit avec des acteurs publics quand c'est possible, prendre des participations dans d'autres foncières d'un autre niveau, mais aussi dans des SCI avec des porteurs de projets privés, du moment que ça répond à la politique et au projet porté par la collectivité qui l'interpelle. On s'est donné la possibilité d'investir soit en acquisition, soit en création des fonds également, toujours dans cette logique des fonds de commerce, toujours dans cette logique de pérennité souhaitée par les collectivités de l'action. Et c'est à peu près toutes les seules règles qu'on s'est données. Et si on a exclu le logement, en considérant que on a exclu deux dimensions, la foncière n'est pas un opérateur, puisque le territoire a largement les compétences pour couvrir ce champ d'action, et n'est pas un investisseur en logement, uniquement quand le logement est accessoire du local d'activité, donc pas de baux d'habitation, concrètement. Donc voilà pour les quelques règles qu'on s'est données, et après on essaye de développer des moyens qui correspondent tout simplement aux problématiques qu'on rencontre à l'échelle globale du territoire. Donc ça veut dire qu'on va aller de l'hyper rural avec la sauvegarde ou la réimplantation, le redéveloppement du seul commerce, jusqu'à accompagner des démarches dans des environnements où il y a un marché, mais où tout simplement l'appareil commercial va se déqualifier ou perdre de sa diversité, parce que tout simplement il y a des effets spéculatifs locatifs qui empêchent certaines activités de perdurer ou de s'implanter. Donc voilà, on prend vraiment toutes les problématiques qui peuvent tourner autour de ces questions-là. Peut-être avancer dans le... Alors, juste un fil de fer, la suivante, s'il vous plaît. Juste un fil de fer pour vous expliquer comment on intervient dans cette logique très pragmatique, une fois qu'on a posé les quelques exclusions que je vous expliquais avant. Donc, effectivement, on répond à la saisie d'un territoire, très souvent la commune ou le PCI dans le conseil qu'il peut avoir auprès de la commune, puisque la compétence commerce est assez souvent gardée par l'échelle communale. On rentre dans une logique très concrète de visite, de compréhension du projet, des souhaits et de la stratégie de la collectivité. Et derrière, on va tout simplement conseiller, amener des ressources complémentaires, parce qu'on n'a pas la prétention de savoir tout faire. On n'est ni boulanger, ni charcutier, ni quoi que ce soit. Mais par contre, on essaye de mettre en réseau un certain nombre de compétences pour développer la bonne solution au projet porté par la collectivité. Et une fois qu'on a développé tout ça, alors ce conseil il peut durer un certain temps, parce que des fois ça met du temps à trouver les financements, à trouver les bonnes modalités. Et une fois que tout ça est calé, la foncière a deux instances de décision, un comité de sélection qui instruit les dossiers et un conseil d'administration qui décide. Alors, en général, on met 2 mois à régler cette question-là. Donc c'est pas cette phase-là qui est bloquante dans le système. Et puis après, on met en place le projet, acquisition, travaux d'adaptation si nécessaire, et installation du porteur de projet. Alors, sur la question de la prise de risque locatif et de la commercialisation, nous, on ne sait pas fixer de règles. Alors, c'est vrai qu'on préfère quand c'est pré-commercialisé, pour partie, identifié, etc., parce que ça permet tout simplement d'avoir un jugement plus fin des choses. Mais on ne s'est pas donné de règles. C'est vraiment adapté en fonction de la situation. Il y a des situations où, de toute façon, ça n'a pas de sens d'essayer de pré-commercialiser quelque chose qui n'est pas monté, parce qu'on ne trouvera pas. Donc, il faut prendre le risque, mais avec une évaluation de comment on identifie le porteur de projet,
quels sont les bons circuits pour le trouver, quel outil il faut mettre à disposition. Je vous ai préparé quelques exemples, donc pouvoir expliquer tout ça. Mais voilà, on est plutôt dans cette approche très pragmatique des choses. Donc peut-être sur les exemples. Alors, on vous a 3 exemples d'interventions qu'on conduit aujourd'hui. Donc le premier exemple, c'est une intervention en milieu rural, très rural, hein, puisqu'on est dans un tout petit village de la Manche, Blauville. Sa boulangerie, qui était le seul commerce, ses exploitants ont arrêté leur activité il y a un peu moins de 2 ans maintenant, et le maire souhaite à tout prix redémarrer cette activité. Aucun repreneur à l'horizon dans une démarche directe. Alors c'est simple, hein, l'outil est usé, très usé, et donc on est sur des petits marchés. Et typiquement, on est dans une situation où il n'y a pas de rapport entre l'investissement qu'il faut conduire et le business model de l'activité. Pour autant, l'activité elle a un sens sur le territoire. Là, je vous disais, on est dans un tout petit village, mais un tout petit village qui a sa dynamique. Il y a 145 élèves inscrits dans son école, ça bouge. Le maire a une conviction assez simple, c'est-à-dire si j'enlève le service, les gens vont finir par aller ailleurs. Donc ça a un vrai sens, mais il n'y a pas d'économie. Il y a une économie, mais qui ne correspond pas à l'investissement. Donc tout le travail qu'on est en train de faire, c'est de structurer comment on peut arriver à financer un outil de production digne de ce nom pour remettre une activité qui après vivra sa vie. Donc là, on a opté très concrètement pour un montage, on va avoir mur et fond, refabriquer un fond digne de ce nom, et puis avec une stratégie qui sera probablement une cession du fond progressive, quand on aura la certitude que le porteur de projet est le bon, et 2, ça deviendra le levier de la pérennisation de son activité sur place également. Donc aujourd'hui, on est en phase de recherche de financement. On fait l'objet d'une instruction à la NCT et dans d'autres structures. Et on espère que c'est un projet qui se mettra en œuvre au cours du premier semestre. Juste dire un mot, parce que c'est un exemple qui m'intéresse beaucoup. Dans les 3 exemples de reprise, la même chose dans centre-bourg et centre-ville en PVD et ZRR. Nous, on a fait la même chose que vous, sauf que la SEMVI a pris une petite garantie, c'est la commune qui va louer en attendant pour sous-louer, parce que sinon, on n'y va pas, quoi. On a cet exemple aussi, mais là, typiquement, on est dans une commune qui n'a pas les moyens de faire ça. Et donc là, par contre, on part sur une logique de co-investissement avec la collectivité. Et donc, tout simplement, on va développer l'opération en indivision et partager la propriété avec la collectivité pour aller chercher le maximum de levier, comme je vous l'ai expliqué, derrière sur la location pour qu'elle corresponde au business model de l'activité. Le deuxième exemple, il va vous parler. Donc, c'est une opération qui est... C'est une opération qui est réalisée aujourd'hui, qui a ouvert au mois de décembre, juste avant les fêtes. Et on a accompagné la ville de Vire sur l'acquisition d'un local commercial qui a toute sa pertinence commerciale aujourd'hui, hein, qui est dans le marché, qui aurait trouvé preneur, etc. Sauf, il avait besoin d'être retraité, mais il aurait fini par trouver preneur. Sauf que la ville avait un projet qui était de diversifier son appareil commercial et de services en implantant une association d'artisans d'art et d'artistes dans ce local, et donc globalement une activité où mesurer sa performance économique est impossible. Et donc la foncière a acquis ce local, l'a mis aux normes, le loue à la commune, qui le sous-loue à l'association d'artistes. Et puis bien évidemment tout ça dans un accord où le jour où ça sortira de cette destination, il sera recommercialisé dans le marché. Mais voilà un autre exemple d'investissement de la collectivité dans la dynamisation de son appareil commercial de centre-ville, parce qu'elle considère que c'est un élément d'attractivité et de dynamisation, et comment on peut l'accompagner dans une répartition des rôles. Et le dernier exemple, il a été évoqué dans les modes opératoires, c'est la sortie de concession d'aménagement. Donc c'est une discussion qu'on a en cours. Alors elle est un peu biaisée, hein, puisque c'était la schéma l'aménageur, donc on est un peu des deux côtés de la barrière, mais tout ça sous le contrôle de la collectivité, donc il n'y a pas de problème. Donc on est à Douvres-la-Délivrante. Douvres-la-Délivrante, c'est une ville qui est moins de 2 km, moins de 3 km de la mer, donc sous l'influence de la côte de Nacre. Beau potentiel d'attractivité, c'est un vrai cœur de vie pour une bonne partie de la côte de Nacre. Et la schéma a opéré une opération de dynamisation, de requalification d'espaces publics, de développement d'offres commerciales et de services, etc., pour
compléter la structuration du centre-ville. Donc opération qui est terminée aujourd'hui avec la création d'espaces publics de qualité et le développement d'un immeuble qui a vocation à rez-de-chaussée d'accueillir des commerces qui ont été triés sur le volet pour compléter l'appareil commercial du centre-ville, et puis une offre de tertiaire à l'étage de professions libérales qui aujourd'hui sont principalement occupées par des professionnels de santé, mais c'était pas forcément voulu au départ, c'est le hasard de la commercialisation. Et aujourd'hui, voilà, tout simplement, l'opération d'aménagement, elle est terminée, elle a atteint son objectif. L'immeuble, il y a deux solutions dans ces cas-là. Soit il est revendu dans le privé, mais la collectivité souhaite maintenir une forme de contrôle direct ou indirect sur la propriété de cet immeuble pour garantir qu'il vient toujours en complément de l'appareil commercial et de service global de son centre-ville. Puisqu'aujourd'hui, on a une librairie, un traiteur et un restaurant en pied d'immeuble. Donc, ils souhaitent garder cette diversité, cette complémentarité. Et donc, sans la foncière, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est fin de concession, on remet les clés à la collectivité, et elle se débrouille pour gérer, elle n'a pas envie de le faire, parce que c'est pas son métier. Et donc là, la foncière, l'initiative de la collectivité, son implication, ça aurait été de conduire son projet d'aménagement de centre-ville, et là, la foncière lui propose aujourd'hui de racheter l'immeuble et de continuer dans sa stratégie de l'exploiter et de maintenir l'objectif de cet immeuble. Voilà. Question en tous les cas qui en réaction à votre intervention. Alors, vous l'avez évoqué rapidement avec le PFN qui fait partie du tour de table de la foncière. Mais comment vous différenciez-vous justement de l'action de l'EPF ? C'est vrai qu'on a beaucoup de collectivités qui peuvent confondre les outils. Et la foncière, comme je vous l'ai dit, c'est simple, c'est pas un opérateur, c'est un investisseur. Donc la foncière, elle vient quand l'objet, il existe. Donc ça, c'est la première grande différence qu'on met sur la table avec le PFN. Le PFN, c'est un outil opérationnel amont, de maîtrise foncière, voire de transformation à travers des programmes de libération foncière, de démolition, de mise en état, de ce qu'on appelle chez nous le fonds friche, etc. Mais je veux dire, une fois que ces opérations-là sont terminées, c'est une activité d'opérateur, elles transmettent à un porteur de projet qui va réaliser quelque chose. Et la foncière, elle vient à la fin, comme investisseur, comme acquéreur et comme commercialisateur, exploitant, gestionnaire, etc. Donc la différence, elle est réellement dans ces rôles-là. Par contre, la coordination, elle est nécessaire parce que si on veut pouvoir garantir au territoire qu'on sera bien à l'arrivée du projet, parce que le projet il peut prendre un tout petit peu de temps, il faut qu'on soit en lien étroit avec ceux qui vont amorcer les projets pour que cette garantie, elle soit bien sur la table et que tout le monde avance sereinement, quoi. Une autre question en lien à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait que vous aviez sorti de votre périmètre d'intervention les logements. Donc du coup, la question est comment faites-vous lorsque les biens achetés comprennent du logement ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans une logique d'un logement accessoire au commerce, au local d'activité, il n'y a aucun problème, puisque là, on le prend. Et des fois, c'est nécessaire. Pour être dans l'attractivité de porteur de projet, il faut fournir entre guillemets, fournir le logement. Et puis sinon, on travaille tout simplement avec les bailleurs ou des opérateurs privés, où là, la foncière, elle vient dans sa logique d'investisseur, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui va travailler la division de l'immeuble ou sa production en neuf, puis la foncière va venir à l'arrivée une fois que le local d'activité sera produit. Merci. Mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Ouais. C'est effectivement un choix qui n'est pas fait par toutes les foncières, effectivement, d'intégrer ou pas. Et ça pose la question que vous souleviez, monsieur le maire, de l'articulation avec les bailleurs, notamment les bailleurs sociaux, pour après reprendre les logements qui ont été remis en état. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que pour les collectivités qui portent des projets, ça fait un acteur de plus, ça fait un maillon de plus. Donc ça rentre dans une lecture qui peut apparaître comme une complexité de plus. Côté foncière, le choix, il a été tout simplement de ne pas doubler des compétences ou tripler ou quadrupler des compétences qui existent déjà, et sur une question d'efficacité simple, qui est que quand vous mobilisez des capitaux et que vous multipliez vos activités, tout simplement, vous dispersez les moyens que vous avez mobilisés.
Et donc vous perdez de l'efficacité sur l'objectif premier. Et puis il y a une autre raison, c'est que c'est un peu le job des bailleurs de s'occuper du logement. Et donc ça, c'est un peu la position de la région, de dire que les acteurs fassent leur travail et nous, on vient compléter ce qui manque dans le système. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle des comités d'engagement. Et donc, on a une question qui fait partie de votre comité d'engagement au sein de la foncière. Et du coup, monsieur le maire, une question concernant la SEMVI. Est-ce qu'il y a un comité d'engagement au sein de la SEMVI? En dessous, en fait. Suspense. Merci. Oui, il y a un comité d'engagement sur tous les projets. Alors, les projets qui sont au PMT, donc qui ont été validés, globalement, on les poursuit. On ne va pas aller refaire un comité d'engagement sur des projets qui ont été validés par tous les actionnaires. Par contre, sinon, pour le reste, chaque fois qu'il y a un projet nouveau, il y a un comité d'engagement et ensuite un conseil d'administration, bien entendu, qui valide. Mais on a exactement le même dispositif. Je pense un peu moins lourd. On peut même aller un peu plus vite, mais c'est normal, on n'est pas très nombreux. Donc voilà. Mais grosso modo, les actionnaires principaux, donc c'est la Banque des Territoires, la communauté de communes, la ville, la Banque des Territoires, et on a aussi Crédit Mutuel, Crédit Agricole, qui sont puis Chambre de commerce et d'industrie, donc quelques petits actionnaires privés, mais l'objectif, c'est que les 3 gros actionnaires se mettent d'accord lors des comités d'engagement, bien entendu. Et au niveau de la foncière? Alors, au niveau de la foncière, le comité de sélection, il est tout simplement là pour instruire et prendre connaissance des dossiers pour éviter d'alourdir les conseils d'administration. Donc, concrètement, le comité de sélection, il est composé. Chaque actionnaire a la possibilité de siéger au comité de sélection. Pour la région, c'est plutôt l'administration qui va représenter la région au comité de sélection. Et puis voilà, tout le monde est invité, les gens qui viennent, et puis tout le monde rend un avis, tout le monde pose ses questions, peut amener des idées d'ailleurs complémentaires au développement du projet. On s'est donné aussi la faculté d'inviter des organisations. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la prétention de connaître les métiers qu'on est censé soutenir et accompagner dans leur développement et leur installation. Donc, on a des collaborations très étroites avec la Chambre des métiers, CCI, mais les fédérations professionnelles. Et donc, dans ces comités de sélection, on peut les inviter pour qu'ils puissent rendre des avis et vous partager les avis qu'ils ont rendus par ailleurs dans le partenariat qu'on a avec eux sur le développement des opérations pour que tout le monde prennent une décision en pleine sérénité et sécurité. Voilà. Alors le comité d'engagement est au bout de la chaîne. Il y a une question qui concerne le sourcing de vos projets. Et la question est comment la foncière source ces projets à l'échelle de la Normandie? Alors, dans le processus de création de la foncière, il y a eu d'abord la région, avant d'engager la création effective. Alors en parallèle, on a fait tout le travail de constitution du tour de table, etc. Mais le président de la région a réuni la conférence des EPCI, a réuni les consulaires, a réuni tous les acteurs pour d'abord savoir s'il y avait une pertinence à faire cet exercice. Puisque le positionnement, c'était un positionnement d'outils, donc il a voulu savoir si les territoires concernés, si les acteurs concernés, allaient se servir de l'outil, parce que sinon ça ne sert à rien de le créer. Donc ils ont tous bénéficié d'une information sur déjà l'initiative et les modèles et les intentions de fonctionnement de cette foncière. Et puis après, une fois créé, on a repris la route. Et on fait un roadshow de l'ensemble des EPCI avec les élus, les administrations, les chargés de mission Petites Villes de demain qui sont arrivés depuis, etc. Donc il y a certains EPCI ou certaines villes qu'on a vues 2 fois, 3 fois. Mais c'est pas grave. On fait ce tour de présentation. On le fait également vers tous les acteurs en parallèle. Donc là, on fait le tour des préfectures pour régler la question des financements, voir comment on intègre la foncière dans les contrats de territoire que les préfectures signent avec les collectivités, etc. Bon, voilà. Il y a cet exercice de présentation de la structure. La Banque des Territoires le fait aussi de son côté. Voilà, il y a un exercice de présentation. Et puis après, ça revient
par des sollicitations en disant tiens, à tel endroit, on a telle problématique. Et voilà, donc c'est dans une gestion assez simple, à la fois de pédagogie, de présentation de l'outil, et derrière de traitement des retours plus concrets. Une question pour vous, monsieur le maire. Quel conseil vous donnez à un maire qui réfléchit pour structurer une foncière? Ouf. Question ouverte. D'appeler la Banque des Territoires. Non, sérieusement, en plus c'est un bon conseil, hein, ces cas-là. Non, sérieusement, je crois que la question c'est de savoir s'il y a déjà l'outil ou pas sur le territoire. Nous, on a un territoire qui était extrêmement vierge de ce type d'outil, puisque on n'a pas d'EPF régional. Même si c'est pas la même chose, c'est quand même quelque chose d'important. On n'avait rien qui pouvait nous permettre de porter cette action, notamment sur le cœur de ville. Donc, c'est venu petit à petit. Hein. Et si on l'a fait, c'est parce qu'avec la Banque des Territoires, on s'est rendu compte que nos opérations, qu'on le faisait au coup par coup, il y a un moment où il fallait structurer et réussir à le faire. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un outil qui existe ? Pas besoin de faire 50 outils dans un département. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Ensuite, il y en a même qui le font à l'échelle de la région. Donc voilà. Ensuite, peut-être qu'il faut se rapprocher de la Banque des Territoires, puisque vous êtes les personnes les mieux informées et celles qui peuvent amener aussi de l'expertise et des capitaux, parce que c'est quand même pas rien. Et puis troisièmement, moi je pense qu'on a réalisé cette foncière parce qu'on avait déjà un outil SEM qui fonctionnait quelque part. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on ait fait la même chose si ça avait été ex nihilo. En tous les cas, c'est un accélérateur de partir d'une structure existante. Luc, d'autres questions un peu techniques donc, pour toi. Est-ce que vous rencontrez des difficultés de financement bancaire de vos opérations? Alors, non. Financement bancaire, non. Financement de l'opération, c'est-à-dire trouver les équilibres financiers de l'opération, là oui. Après, financement bancaire, non. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme ça a été expliqué, la foncière, c'est une société. Donc la part d'action de la société, elle est de toute façon dans une logique économique qui fonctionne. Parce qu'elle peut pas faire un acte de mauvaise gestion volontaire, ça n'existe pas. Donc de toute façon, son rapport loyer-investissement, je veux dire, si elle fait bien son job, il fonctionne. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas financé. Nous, on a des règles simples, hein, on met entre 15 et 20% de fonds propres. Le reste, c'est du financement bancaire. Alors on a la chance d'avoir des banquiers autour de table qui ont la sensibilité de l'action de la foncière. Donc, franchement, ce n'est pas la difficulté. Par contre, la vraie difficulté, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est arriver à financer le projet pour que le loyer soit en correspondance avec l'activité qu'on veut développer et qu'elle soit pérenne. Alors, effectivement, c'était du coup une autre question qui fait écho à ce que tu viens de dire. Quelles autres subventions, à part le fonds de soutien, pouvez-vous aller chercher pour garantir l'équilibre des opérations? Alors, on a développé quelques outils qui fonctionnent, alors qui nous ont permis parce qu'au départ, on est allé un peu vite, on s'est dit, c'est pas grave, on va faire des SCI avec les collectivités. Sauf qu'au fait, pour qu'une commune ou un EPCI fasse une SCI, il faut une dérogation du Conseil d'État, donc ça faisait un peu l'éléphant pour écraser la fourmi, quand l'objet, c'était d'acheter un commerce de 50 mètres carrés. Donc, on s'est dit, comment on règle ce problème-là? Et pourquoi co-investissement? D'abord, c'est garder la collectivité en responsabilité de son projet, c'est garder le lien direct. Deux, c'est effectivement permettre éventuellement un effet de levier pour baisser la valeur locative sur la quote-part couverte en co-investissement par la collectivité. Donc on a trouvé la parade aujourd'hui. La parade, elle est très simple. On achète en indivision avec la collectivité, puisque ça c'est du droit classique, il n'y a pas de problème juridique. La commune a le droit d'acheter en indivision. On fait une convention d'indivis qui fixe les règles du jeu. Bon, vous avez tous compris, convention d'indivis entre deux personnes morales, c'est l'équivalent d'une société transparente. Donc on a réglé le problème comme ça. Et pour avoir l'effet de levier, très concrètement, la collectivité, à travers la convention d'indivis, nous transfère l'usufruit de sa quote-part, sur lequel on ne fait pas porter de loyer, parce que tout simplement, il n'y a pas d'investissement. Mais par contre, le jour où on retrouve une économie plus compétitive, la collectivité, elle peut récupérer une quote-part du loyer sur sa part d'investissement. Puis le jour où c'est revendu, parce que ça marche bien et que l'acteur qui a été mis en place, il souhaite devenir propriétaire, etc.,
la collectivité va récupérer sa mise de départ. Une question sur les péréquations que vous pourriez faire avec l'ensemble des opérations que vous avez en portefeuille. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ? Alors, l'échelle régionale, par définition, cherche la péréquation. Alors, dans plein de paramètres, mais y compris celle des équilibres financiers. Alors, je le redis, il n'y a pas d'acte de mauvaise gestion volontaire possible. Donc, par contre, la péréquation, elle permet de prendre plus de risques à un endroit qu'à un autre. Mais la réalité, c'est que nos investissements seront toujours conduits dans une approche où les équilibres, peut-être théoriques, si la commercialisation n'est pas faite, mais en tout cas fonctionnent et sont pertinents. Et donc voilà. Mais la péréquation, elle permet de prendre plus de risques à un endroit, elle permet de couvrir de la vacance aussi, etc. Donc oui, elle est cherchée. Oui. Et puis, dans les éléments de réponse que vous avez apportés, c'est aussi le travail qui fait avec chaque collectivité qui est demandeuse d'intervention sur son territoire. Donc, oui, juste pour répondre sur la question des péréquations, parce qu'on n'a pas la péréquation territoriale, mais on a la péréquation dans les missions qu'on porte au sein de la SEM, nous. C'est-à-dire que le taux de rentabilité demandé pour l'opération Cœur de Ville va être minime, voilà. Cœur de Ville ou PVD ou ZRR. Par contre, les taux de rentabilité qu'on prend sur des opérations un peu plus rentables nous permettent justement de porter ça. C'est ça l'objectif aussi de faire la foncière au sein de la SEMVI, c'est de s'appuyer aussi sur les opérations rentables qu'on peut avoir au sein de la SEM. Une question d'articulation des outils entre eux, et notamment entre la schéma et la foncière. Est-ce qu'une mise en concurrence est nécessaire pour que la schéma fasse les travaux des locaux commerciaux dont la foncière est propriétaire ? Et oui. Alors, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Alors, en fait, l'articulation entre la schéma et la foncière, c'est une articulation qui a été souhaitée, mais une articulation de compétences en réalité, souhaitée par la région, puisque la schéma est un outil de dimension régionale. Donc la région s'est appuyée sur son outil pour fabriquer le deuxième. Donc effectivement, c'est la schéma qui, pour l'instant, opère la foncière pour ne pas gaspiller de fonds propres inutilement en structure alors que les compétences existent, etc. Donc on est vraiment dans cette articulation d'optimisation des outils. Mais on souhaite aussi créer la différence entre les outils, c'est-à-dire que le passage par la foncière n'impose pas la schéma et réciproquement. C'est-à-dire que chaque outil doit rester indépendant. Donc la foncière, quand elle intervient pour tout compte d'opérateur. Alors bien évidemment, si la collectivité qui porte un projet nous dit « j'ai pas de solution d'opérateur », elle peut bénéficier de l'offre de la schéma, mais elle restera arbitre du choix de son opérateur. Peut-être une dernière question, on a encore 2-3 minutes. Sous forme de bilan, finalement, dans l'expérience que vous avez désormais avec la foncière de Normandie, quelles sont les premières ou les principales difficultés rencontrées depuis la création de la foncière ? Alors, on ne parle pas encore de bilan parce que... On est plutôt dans la montée en charge et la découverte des problématiques les unes derrière les autres et plutôt l'exercice de mettre des réponses en face. Donc les principales difficultés, voilà, j'en ai cité une, c'est juridiquement comment on crée l'association alors qu'il n'y a pas de contrat qui lie la collectivité qui porte le projet et qui fait appel à la foncière, parce que comme on disait, il n'y a pas les contrats publics qui créent les passerelles. Donc c'est quoi l'assise juridique du co-développement ? Donc c'est pas simple. Donc voilà, nous on a trouvé des réponses, mais au début ça nous a pas mal occupé. Et le principal sujet aujourd'hui, c'est toujours dans cette absence de contractualisation publique, c'est la question du financement. Parce que comment vous passez une subvention à une société, certes une SEM, mais c'est une SA, donc pas subventionnable en dehors du droit commun ou de dispositifs particuliers. Donc ça, c'est un vrai exercice et qui demande une certaine ingéniosité. Voilà. Merci beaucoup. En tous les cas, votre témoignage et le retour d'expérience que vous partagez sera très utile à d'autres projets de foncière en cours de structuration. Est-ce que vous voulez un dernier mot, un mot de la fin ? Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vos interventions. Très sincèrement pour l'ensemble de vos interventions très éclairantes. Une rapide conclusion. D'abord, pour renouveler nos très sincères remerciements à l'ensemble des intervenants
des animateurs de ces tables rondes, des collègues de la Banque des Territoires qui ont préparé cette séquence, les collaborateurs de l'ACET qui se sont mobilisés et bien sûr aussi ceux de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Merci à vous de votre attention et de votre participation. La place qu'on a souhaitée en ayant peut-être moins d'interventions, on voit qu'elle a été utilisée pour effectivement interagir ensemble et c'est certainement quelque chose qu'on capitalisera pour nos prochains ateliers. J'espère que nos débats auront enrichi vos réflexions et que du coup, ça vous permettra d'avancer dans vos projets respectifs. Nous vous donnons rendez-vous le 12 avril prochain, même heure, même endroit. 2 tables rondes. On va poursuivre les échanges sur les montages opérationnels. On a beaucoup de questions de votre part sur effectivement les retours d'expérience et ce qui a été fait par exemple en Normandie, qui est parfois différent de ce qui a été fait sur d'autres territoires, mais c'est l'ensemble de ces focus qui permet à chacun de voir quel est le mode opératoire finalement le plus pertinent sur son territoire. Donc on aura une table ronde où on continuera ces échanges sur les montages opérationnels et l'articulation avec les différents contrats possibles. On évoquait là tout à l'heure les passerelles entre les concessions d'aménagement et derrière, au bout de la chaîne, les foncières de redynamisation qui peuvent capter les actifs. Je pense qu'on aura l'occasion de développer à l'occasion du prochain atelier ce point-là. Et on aura une table ronde aussi sur l'articulation, la complémentarité des échelles d'intervention entre elles. C'est aussi un point sur lequel vous nous interrogez souvent. On a eu l'exemple aujourd'hui très enrichissant d'une foncière régionale et d'un exemple intercommunal qui de plus en plus rayonne au-delà de son périmètre. Et c'est vrai que se pose beaucoup la question de quelle articulation et quelle pertinence, quelle est la bonne échelle d'intervention. Et donc, on va aller chercher pour notre prochain atelier des témoignages, là encore pour éclairer les points de vue. Donc, rendez-vous le 12 avril prochain. Je pense que vous avez dans le chat le lien pour vous inscrire. Merci encore de votre soutien, de votre attention. N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions. Ça nous permet, nous, de préparer et de bien cibler les interventions à l'occasion des prochains ateliers pour être utiles. Et c'est là notre vocation. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.